La deuxième partie était lourde, un peu essoufflée. Mais Parce que c'est bon? Ok. il y a des graphiques, des tas de choses intéressantes, mais Oui, c'est un petit peu long parce que, ouais. ça sature là. Oui, oui, faut. Bah, bon, moi, je vais en profiter pour enchaîner sur ce que je vais vous présenter. Alors, moi, je vais faire aussi un peu de parties, mais ça va être une partie plus exploration spatiale et la deuxième partie plus analyse d'image, quoi, d'image amateur. Pour ça que j'ai mis, alors je vais peut-être renommer par rapport au titre, là j'ai une image de comète en attendant Comet Interceptor, ou comme on veut, Comet Interceptor et comment analyser vos images. Donc, comme je disais, je vais vous parler de la prochaine. Alors, Comet Interceptor, c'est la prochaine mission spatiale de l'Agence spatiale européenne vers une comète, qui a été acceptée définitivement il y a à peine un an, là, c'était à l'automne dernier. Et donc, alors, avant de vous en parler, je vais faire un petit rappel rapide sur d'où viennent les comètes et pour fixer un petit peu le contexte de cette mission spatiale. C'est-à-dire que vous avez peut-être déjà vu cette présentation, mais voilà, c'est une présentation générale. Les comètes, nous qu'on voit, donc c'est des objets formés essentiellement de glace et de poussière qui, quand ils vont se rapprocher du Soleil, la glace se sublime, donc passe à l'état de gaz, ça entraîne aussi des poussières et ça forme un nuage de poussière et de gaz qui entoure le noyau. Donc nous, on les voit quand elles sont près du Soleil. Donc on va dire typiquement même presque plus proche que la ceinture d'astéroïdes par rapport au Soleil. Mais ces comètes, elles peuvent venir un peu partout. Donc là-dessus, j'ai mis en gros les différentes familles de comètes telles qu'on les voit. Donc on va parler d'abord les familles de Jupiter. On en connaît environ 700, c'est les comètes à courte période qui orbitent entre Jupiter et le Soleil en gros. Donc les petites orbites en rouge. En s'éloignant, on va voir les comètes astéroïdales, je vais en reparler, qui sont dans la ceinture d'astéroïdes. Après ça, on a des comètes à plus longue période, comme les comètes type de la famille de Halley, donc on en connaît environ 90, donc sur des périodes, alors des inclinaisons quelconques, et des périodes qui peuvent aller de 20 à 350 ans, voire plus, hein, il y a un continuum, mais officiellement, donc celles qui sont recensées, c'est celles qu'on a vues au moins une fois, c'est au moins 2 fois, quoi. Et puis ensuite, celles qui viennent sur des orbites un peu similaires en inclinaison, mais du nuage de Oort, qui, elles, arrivent tellement loin, donc il faut typiquement de l'ordre du million d'années pour arriver du nuage de Oort. Et elles, donc on va passer qu'une seule fois. Et puis évidemment, il y a des comètes intermédiaires. On parlera des comètes qui peuvent être dynamiquement neuves ou dynamiquement vieilles, c'est-à-dire celles qui arrivent du nuage de Oort pour la première fois, c'est-à-dire qui viennent d'environ pratiquement une année-lumière du Soleil, et qui arrivent pour la première fois. Et puis celles qui, a priori, sont déjà passées une fois près du Soleil et qui ont une orbite un peu plus courte. Le point le plus éloigné peut être encore entre 100 et 2, 3, 4 000 unités astronomiques. Donc ça va être des périodes qui vont se mesurer en dizaines de milliers d'années. Donc pour nous, c'est la première fois qu'on les voit, mais le calcul d'orbite nous démontre qu'elle est déjà passée au moins une fois près du Soleil. Et puis il y a des objets qui ne sont pas encore des comètes, mais assez proches du Soleil, qui sont les centaures, ou les objets de la ceinture de Kuiper, plus exactement ce qu'on appelle disques dispersés, c'est-à-dire que dans la ceinture de Kuiper, donc et ce réservoir aussi d'objets glacés au-delà de Neptune, certains sont sur des orbites tranquilles, je dirais circulaires, un peu inclinées, imperturbables, entre guillemets, quoi, enfin, mais, au sens gravitationnel du terme. Et d'autres sur des orbites un peu plus inclinées, un peu plus excentriques, et donc susceptibles d'avoir une orbite qui évolue, donc de temps en temps être perturbée, passer du objet du disque de Kuiper à objet de type Centaure, donc à ce moment-là, ils vont se rapprocher. Les centaures, typiquement, ce sont des objets qui viennent du ceinture de Kuiper, mais qui se promènent au niveau des planètes géantes. Donc, on va dire entre les orbites de Neptune et de Jupiter. Ce sont des orbites instables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y rester plus que quelques centaines de milliers d'années sans avoir une perturbation notable d'une des planètes géantes. Et donc, une partie de ceci termine dans la comète de famille de Jupiter. Donc, typiquement, le périhélie au niveau de l'orbite de Jupiter devient l'aphélie et la comète est sur une orbite plus courte. Donc, en fait, la mission Comet Interceptor, on verra, c'est pour observer une comète neuve, mais donc une comète qui a été peu, je dirais, affectée par des passages près du Soleil. Donc, on va chercher plutôt des comètes qui arrivent directement du nuage de Oort. Alors, sinon, ces deux gros réservoirs, finalement, la ceinture de Kuiper, on estime que c'est environ 2 milliards de comètes, situées en moyenne à 40 unités astronomiques du Soleil, et le nuage de Oort de l'ordre de 500 milliards de comètes, de plus de 2 km de rayon, hein, c'est la référence, parce qu'il y en a plus qui sont petites et il y en a moins qui sont grosses. Mais...
et qui est situé, là j'ai mis environ 40 000 unités astronomiques, 65 000 unités astronomiques, c'est une année-lumière. Donc c'est un ordre de grandeur, hein. C'est la limite un peu du champ de gravité du Soleil qui évolue au cours du temps, au cours du voyage du Soleil dans la galaxie, quoi. Donc il y a ces deux réservoirs, puis un autre réservoir qui est vraiment probablement un réservoir puisque c'est des objets qui sont là depuis le début, c'est la ceinture d'astéroïdes. Donc là j'ai mis en bleu tous les objets qu'on a recensés dans la ceinture d'astéroïdes qui ont une activité de type cométaire à un moment ou à un autre. Donc actuellement on en a plus de 25. Donc visiblement ce sont des objets qui sont là depuis longtemps puisqu'ils sont trop près du Soleil pour avoir leur orbite modifiée par Jupiter et puis qui ne s'approchent jamais suffisamment près pour être perturbés par les autres planètes. Donc des orbites plutôt stables, mais qui ont l'apparence de comètes. Et récemment, avec le James Webb Telescope, on a confirmé sur un des objets, alors c'est la comète 238P, donc ce n'est pas une de deux que j'ai présentée là, qu'il y a du gaz qui s'échappe. C'est vraiment une comète au sens cométaire classique. Il y a de la vapeur d'eau qui s'échappe, mais pas de, par exemple, on n'a pas vu de CO2. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de comètes sont riches en CO2, mais celle-ci, il n'y en a pas. Ce qui n'est pas forcément étonnant parce qu'un objet qui est toujours plus près du Soleil que Jupiter, en 4,5 milliards d'années, il y a de fortes chances qu'il ait perdu des molécules aussi volatiles que le CO2. Mais bon, ça c'est typiquement en fait pas ce qui va nous intéresser puisque c'est un objet qui est là chauffé par le Soleil depuis des milliards d'années. Par contre, ce qui pourrait nous intéresser, c'est une comète qui vient encore plus loin, type interstellaire. Donc pour l'instant, il y a deux objets interstellaires qui ont été observés. Donc il y a le numéro 1 Oumuamua qui est un objet pour lequel il y a un doute sur sa nature cométaire ou pas. C'est un objet extrêmement petit hein, qui fait à peine 100 mètres de long, qui est passé pas si près que ça de la Terre, mais assez près du Soleil. Donc c'est la trajectoire que j'ai mis en vert. Donc, et comme il est passé assez près du Soleil, son orbite a été assez altérée. L'excentricité n'était entre guillemets que de 1,2. Alors que l'autre comète, là, qui est franchement une comète, les images de Borisov, elle est passée plus loin du Soleil. Donc là, l'excentricité, on était à 3,4. On se rapproche quasiment de la trajectoire rectiligne. Donc c'est des objets qui, dans les deux cas, quand ils sont à l'infini par rapport au Soleil, ils ont des vitesses largement supérieures à tous les autres objets du système solaire. C'est-à-dire que cette comète Borisov, la vitesse à l'infini, c'est 32 km par seconde. Ça veut dire que quand l'objet est au niveau du nuage de Oort, il voyage à 32 km par seconde, alors que les comètes qui sont dans le nuage de Oort, elles sont à vitesse 0 par rapport au Soleil. Ou même si elles orbitent, elles sont à des vitesses qui mesurent en mètres par seconde. J'ai une autre manière de voir les choses, c'est que ce soit Borisov ou Oumuamua qui était à 26 km par seconde, ça veut dire qu'ils ont mis 10 000 ans pour arriver au nuage de Oort. Enfin, depuis qu'ils ont traversé le nuage de Oort pour arriver jusqu'au Soleil, alors qu'une comète qui arrive du nuage de Oort, mais qui était dans le nuage de Oort, va mettre 10 millions d'années, quoi. Et donc, je revenais à Oumuamua, on n'a pas vu d'activité gazeuse, donc a priori, ça ressemble à un astéroïde. Par contre, il y a la trajectoire, enfin, les quelques mesures, il n'y a qu'une centaine de mesures de position hein, qui ont permis d'estimer la trajectoire, semblent indiquer qu'il y a un mouvement qui est perturbé par une activité probablement type gazeuse. Mais moi, je veux dire, c'est toujours à mettre au conditionnel, vu la difficulté des mesures. Hein, c'est des mesures faites par le télescope spatial Hubble. Quand il était multiplié de 27, comme il est très allongé, il le voyait une fois sur deux. Donc, c'est des mesures pas évidentes, quoi. Bon, tout ça, c'est pour en venir donc, à la mission Comet Interceptor, dont l'objectif, c'est d'aller voir une comète qu'on n'a pas encore découverte, mais de préférence, une des plus récentes, c'est-à-dire une comète qui ne serait jamais passée près du Soleil avant. Donc au mieux, si on a une comète qui est interstellaire, c'est l'occasion ou jamais, quoi. Évidemment, survoyer une comète qui vient d'un autre système solaire, c'est une aubaine, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'envoyer une sonde interstellaire pour aller voir quelle est la composition autour de notre étoile, ça nous tombe dans le bec, il ne faut pas rater l'occasion. Sinon, une comète qui arrive directement du nuage de Oort, donc qui aurait passé 4 milliards d'années loin du Soleil, et donc qui serait pour la première fois exposée donc, au chauffage par le Soleil. Et puis évidemment, à défaut, on prendra une comète à longue période, qui est peut-être passée une ou deux fois, ou une comète à période plus courte, mais bon. Plus la comète, est fraîche, plus c'est intéressant, parce que c'est à l'opposé de toutes les autres missions spatiales qui ont eu lieu vers des comètes jusqu'à présent, le plus facile, c'était d'aller voir des comètes à courte période. D'une part, parce qu'elles orbitent dans le plan des planètes et dans le même sens, donc c'est plus facile à les rencontrer et à avoir des vitesses relatives faibles, et même à se mettre en orbite autour comme Rosetta.
Et en plus, comme c'est des comètes qui reviennent périodiquement, on connaît mieux leur orbite. Et donc le scénario de la mission, on verra comment on y arrive, mais c'est envoyer une sonde. Alors ça va être juste un survol, hein, parce qu'évidemment, on ne peut pas concevoir une orbite sur une comète qu'on ne connaît pas encore. C'est en fait une sonde principale qui fait de l'ordre, 700 kg, et puis deux petites sondes de 35 kg qui vont être larguées 1 ou 2 jours avant de passer au plus près de la comète, qui passeront un peu plus près que la sonde principale, et un survol à grande vitesse. Hein. Donc là, les vitesses, en gros, c'est entre 10 et 70 km par seconde. Donc c'est une mission plutôt type Giotto, comme les Giotto qui était la première mission de l'Agence spatiale européenne vers la comète de Halley, qu'on a survolée à 70 km par seconde parce que la comète de Halley, elle voyageait en sens inverse. Hein. Typiquement, quand on est au niveau de l'orbite de la Terre, un objet sur une excentricité de l'ordre de 1, donc c'est une orbite parabolique, va voyager à 42 km par seconde. Une sonde qui a quitté la Terre, elle a à peu près la vitesse orbitale de la Terre, 30 km par seconde. À contresens, on est à 72 km par seconde. On est dans le même sens, on est à une dizaine de kilomètres par seconde. Ce qui s'est fait pour toutes les missions vers les comètes de la famille de Jupiter. Donc voilà, c'est une mission un peu kamikaze à grande vitesse. C'est pour ça que la distance nominale, on reste à 1000 km, hein, on ne va pas prendre trop de risques. Mais les deux sondes, on verra, elles vont aller un peu plus près. Donc voilà, donc je mettais les deux sous-sondes. Donc en fait, il y a une sonde qui est B1 qui va être préparée par l'agence spatiale japonaise, JAXA, qui passera à 850 km du noyau, et la sonde B2 de l'agence spatiale européenne qui passera à 400 km. Donc la stratégie, évidemment, c'est que la comète, on ne la connaît pas encore. On ne la connaîtra peut-être pas au lancement. C'est une mission donc, de moindre coût. Hein. Ce n'est pas une grosse mission comme Rosetta. Hein. Donc c'est de type F, donc on appelle F pour Fast. Hein. Donc un petit budget, entre guillemets, hein, 150 millions d'euros. Hein. Rosetta, on est plutôt à 1,3 milliard. Hein, et c'est un lancement, je dirais, strapontin, je dirais, sur le lancement de l'Observatoire spatial Ariel, qui doit observer des exoplanètes, je crois. Donc en 2029, avec une Ariane 6, même une Ariane 62, avec deux propulseurs d'appoint. Donc la sonde fait un peu moins d'une tonne. Et donc l'idée, c'est on est lancé en même temps qu'Ariel, d'ailleurs on va au même endroit, on va autour du point de Lagrange L2, là où se trouve le James Webb, Euclide qui vient d'être lancé, et puis bon, là il y avait aussi le Herschel, Planck et tout ça. Maintenant on en voit plein de... On est à 1,5 million de kilomètres derrière la Terre par rapport au Soleil, donc sur un point plus ou moins métastable. Et on fait des orbites d'un diamètre de quelques centaines de milliers de kilomètres autour de ce point-là, en attendant. Et puis au moment où on trouve la bonne cible, donc dans la période 2031-2036, hein, pour la rencontre prévue, donc on part en 2029, on va rester disons, entre 2 et 4-5 ans là-bas. Et bien, avec une petite impulsion, d'ailleurs, soit on survole la Lune, soit on ne la survole pas, on part vers la comète. Mais évidemment, on a une marge de direction assez limitée avec le carburant qu'on a. Donc, la comète devra croiser le plan orbital de la Terre, l'écliptique, à une distance comprise entre 0,9 et 1,2 unités astronomiques du Soleil. Quoi. Et donc, je disais, bon, la cible, on a dit, avec un noyau suffisamment gros aussi, hein, c'est-à-dire que c'est toute la difficulté de choisir la cible. Hein. Il faut que quand on passe à 1000 km, on puisse quand même prendre des images de la surface du noyau, le détailler, parce que si c'est une comète qui fait 100 mètres de diamètre, ça sera un peu plus dur. Quoi. Donc, ça sera quand même du Giotto+, parce qu'on aura des caméras plus performantes et tout ça, des sous-sondes, mais on va voir les équipements. Donc, alors, pour information, là, on va quand même se rapprocher de ce que peuvent faire les amateurs, mais ça reste un peu réservé aux professionnels, mais on verra. La comète, donc il faudra la découvrir environ au moins 2 ans avant qu'on aille la voir. Et pour information, une comète qui arrive d'une nuage de Oort à longue période, 1 an avant le passage au périhélio, elle est à environ 5 unités astronomiques du Soleil, c'est-à-dire à peu près la distance Soleil-Jupiter. 2 ans avant, on est à 8 unités astronomiques. 3 ans avant, on est à 11 unités astronomiques. Donc ça veut dire que typiquement, il faut que la comète soit découverte quasiment au niveau de l'orbite de Saturne, pour qu'on ait le temps, là, les 2 ans et demi, pour aller rejoindre la comète au bon moment. Alors, il y a eu des petits calculs qui ont été faits, là, qui vous montrent la région du système solaire qu'on peut atteindre en fonction du temps qu'on a pour y aller. Donc, c'est 2 graphiques avec des petites variantes, si on fait une manœuvre après avoir quitté le point de Lagrange ou pas. Et en gros, vous avez en violet les zones qui sont accessibles avec une
Donc une impulsion de moins de 0,75, c'est quoi? C'est des kilomètres par seconde, ouais. Donc ça dépend à, on va dire, 0, ça fait 300-400 kg de carburant qu'on va consommer. Et puis au maximum 1,5. Alors évidemment, plus on a de carburant, plus on peut aller loin. Alors l'échelle, en gros, vous avez le cercle principal ici, c'est l'orbite de la Terre. La Terre est ici. 0,9 unités astronomiques, 1,2. Et donc là, première colonne, c'est quand on part 400 jours avant de rencontrer, en gros 1 an avant de rencontrer la comète. Donc il faut que la comète, suivant le carburant qu'on ait, elle soit dans cette zone-là. Et si on part 1000 jours, c'est-à-dire quasiment 3 ans avant, on peut arriver à atteindre une comète quasiment à l'opposé par rapport à la Terre au moment de la rencontre. Donc l'idée après ça, il faudra trouver une comète qui se trouve dans la zone, si possible violette, voire jaune. Mais... Alors pour la sonde principale, donc il fait 700 kg plus 275 kg de carburant en gros. Bon, ça fluctuera peut-être un petit peu après ça en fonction dans les années qui viennent, en fonction de la construction et la validation du lanceur Ariane 6. Elle fait en gros 2 mètres de côté, quoi. Et elle est équipée de 4 instruments principaux. Hein. On n'a pas une dizaine comme sur Rosetta. Une caméra, évidemment, la caméra Coca. Donc, je sais plus, c'est Comet caméra en gros. Donc, avec un champ de l'ordre de 1 degré, des pixels de 1,6 secondes d'arc. Hein. Donc, l'idée, c'est quand même pouvoir détailler le noyau à 1000 km. Un spectromètre de masse qui s'appelle MANIAC. C'est quand même un instrument important. C'est lui qui va permettre de mesurer la composition du gaz qui s'échappe de la comète. Et par exemple, mesurer le rapport deutérium sur hydrogène sur une comète qui arrive. Si c'était une comète interstellaire, ce serait encore plus intéressant, mais déjà une comète qui vient des nuages de Oort, puisque pour l'instant, il n'y a eu que des survols de comètes qui viennent a priori de la ceinture de Kuiper. Donc, voir si c'est la même composition que sur Terre. Puis évidemment, on va mesurer d'autres rapports isotopiques avec d'autres molécules. Un spectromètre infrarouge là, qui s'appelle MIRMIS, qui fera donc à la fois un petit peu la spectrométrie basse résolution, éventuellement de la surface du noyau pour voir la nature des glaces à la surface. Hein. Ce qui peut être intéressant, c'est de découvrir que le noyau est entièrement couvert de glace et non de poussière, comme un noyau qui revient périodiquement. C'est peut-être une des choses qu'on pourrait avoir comme surprise. Alors lui, bon, c'est un spectro-imageur dans certains domaines de longueur d'onde, dans certains d'autres domaines, c'est uniquement la spectroscopie. Donc, bon, l'idée, c'est de mesurer la distance et la composition, quoi, de la phase glace ou gaz. Et puis un détecteur de poussière, de champ magnétique, hein, tout ce qui est autour du noyau de la comète, hein, les impacts de poussière, les électrons, les protons. Et peut-être que Fabrice connaît mieux ce milieu-là, les plasmas, là, avec l'exposé qu'on a eu hier. Donc ça, c'est la sonde principale hein, qui pourra éventuellement être utilisée après, on sait si ça se passe bien. Et après ça, les 2 modules qui vont être largués, donc le module B1 donc, de la JAXA et ISAS, qui sont les agences spatiales japonaises. Donc lui, il y a un imageur aussi qui prend une image de l'enveloppe d'hydrogène avec un champ de 4 degrés. Donc en gros, quand on image l'hydrogène, c'est imager indirectement la vapeur d'eau qui s'échappe du noyau de la comète, puisque la vapeur d'eau est dissociée en hydrogène et en oxygène. Et là, c'est du Lyman alpha, donc l'émission à 121 nanomètres de longueur d'onde dans l'ultraviolet. 2 autres caméras, donc une caméra à champ étroit, bon, un peu moins résolue que la caméra de la sonde principale. Et puis une caméra à grand champ. Après ça, une des idées, par exemple, d'avoir 2 caméras à haute résolution, mais qui seront à quelques centaines de kilomètres de distance et faire de la stéréo aussi. Ça permettra éventuellement de mieux localiser la distance du noyau. Un instrument plasma et le module européen, lui, à la différence des autres, lui, ça sera un module qui sera en rotation permanente, alors que les autres sont stabilisés sur 3 axes. Et lui, donc, il a des imageurs, mais... Donc 2 imageurs qui visent, alors un avec une bonne résolution, l'autre vraiment du grand angle, c'est pour mesurer, là c'est vraiment une sonde pour mesurer l'environnement de l'endroit où se trouve la sonde. Elle va passer plus près de la comète, donc les poussières, donc exactement les mêmes types d'instruments que sur la sonde principale. En général, quand on fait des mesures du champ magnétique, champ électrique et du plasma, c'est intéressant de voir. Oui? Excuse-moi, les modules ils vont se mettre en orbite autour de la comète? Non. J'ai dit qu'on était entre 10 et 70 km par seconde par rapport à la comète. Mais on passe plus près, c'est ça? Il passe plus près, voilà. Et l'idée, c'est notamment pour ce qui est du plasma et tout ça, c'est d'avoir des sondes à différents endroits de la magnétosphère de la comète, quoi, en gros. C'est une caméra à grand champ qui m'intrigue. Parce que la comète va quand même avoir l'air toute petite. Oui, alors, ces caméras à grand champ, c'est surtout pour mesurer les poussières, les jets de poussière, le gaz et tout ça. Pour le noyau, c'est vraiment la caméra Coca et puis éventuellement la NAC ici. Hein.
toute manière, les autres, j'ai pas mis la taille du pixel, mais c'est des pixels qui font quelquefois lors de la minute d'arc. Hein. Et donc, celle-là qui est stabilisée par rotation, donc en fait, elle tourne sur elle-même en quelques, je ne sais plus si c'est en 1 minute ou 2. Donc, on prend des images et on balaye le ciel, quoi. C'est vraiment là pour voir. Voilà, celui-là, c'est 360 degrés, hein, voir tout ce qu'il y a autour de. Voilà. Bon, après ça, bon, la sonde n'est pas. Enfin, les instruments sont choisis, mais tout n'est pas encore définitif dans le design. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous dire un petit peu sur cette mission-là. Mais évidemment, bon. Les amateurs n'ont peut-être pas forcément un rôle très très grand dans cette mission, mais pourront en avoir un. Puis même, ce sera toujours intéressant de caractériser la comète quand elle va arriver. Mais les amateurs, donc, ils peuvent aussi faire pas mal de choses avec leurs images. Alors, découvrir la cible, ce qui a été mis, je dirais, en tête enfin, du proposal de la mission la comète Interceptor, c'est qu'on va avoir le Vera Rubin télescope. Là, c'est un gros téléobjectif de 8 mètres de diamètre avec une caméra, avec un champ de je ne sais plus combien de degrés, enfin des milliards de pixels qui pourra, a priori, découvrir des centaines ou des milliers de comètes par an. On espère que lui, il va nous trouver la comète qu'il nous faudra, quoi. Déjà, depuis 10 ans, la distance moyenne de découverte des comètes, elle a considérablement augmenté. Maintenant, on est souvent à 4 ou 5 unités astronomiques en moyenne. Là, si on peut pousser donc à 10-11 unités astronomiques la distance de découverte, ça nous permettra donc de découvrir la comète 3 ans avant. Après ça, découvrir la comète, ce n'est pas suffisant. On découvrira certainement des comètes qui seront sur la bonne trajectoire pour la rencontrer, mais faut-il encore que la comète soit intéressante? Si c'est un petit morceau de comète qui se désintègre à mi-chemin, on ne va pas lancer une sonde vers quelque chose qui n'existera plus, quoi. Donc c'est pour ça que j'en viens au fait que les amateurs, ils font des images de comètes, mais avec ces images, on peut apprendre des choses sur la comète, quoi. Alors, peut-être pas à la taille du noyau, mais là j'ai un petit peu synthétisé toutes les mesures qu'on peut faire et qui pourraient être utiles aussi. Donc, si on part des mesures de plus vers le centre, c'est l'astrométrie. Première chose que je vais aborder, donc c'est mesurer la position du noyau qui sert à mesurer la trajectoire. Donc, là, dès qu'une comète est découverte, même à la magnitude 20 ou 21, les amateurs peuvent contribuer à l'astrométrie et à connaître la trajectoire de la comète, savoir si elle sera bonne pour la mission. Après ça, il y a ce qu'on appelle la magnitude nucléaire, mais M2, qui en fait n'est pas formellement bien définie, mais qui permet, on verra, de mesurer des variations d'activité à court terme. Sur un plus grand champ, il y a la magnitude totale, qui est la référence qu'on prend, qui est souvent d'ailleurs au départ des magnitudes visuelles faites avec des seringues à l'œil. Et ces magnitudes, d'ailleurs, on peut les convertir dans une quantité scientifique qui est pour les professionnels qu'on appelle la FRO. C'est-à-dire qu'avec un bon filtrage, ça permet d'avoir une idée de la quantité de poussière qui s'échappe de la comète à chaque instant. Et si on va plus loin, on peut même faire de la spectroscopie qui va nous donner un petit peu une information sur le gaz qui s'échappe de la comète. Alors pourquoi? Évidemment, j'ai dit pour Comète Interceptor, dont j'ai parlé, et puis même pour toutes les missions qui observent des comètes comme le James Webb ou même les observatoires au sol, les gros observatoires, c'est intéressant de caractériser assez rapidement une comète, savoir d'une part sa trajectoire, ensuite si elle est riche en gaz, en poussière, etc. Alors je vais parler d'abord un petit peu d'astrométrie. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais l'idée simplement, tu vois, c'est de mesurer la position de la comète au cours du temps pour en déduire son orbite. Alors, on avait le bon exemple, la comète découverte le 11 août dernier. Au bout de 3-4 jours, il y en a plein qui l'ont observé, ils ont mesuré les positions et on a pu avoir sa trajectoire. Donc voilà, donc là, après ça, je ne vais pas détailler, hein, je ne suis pas utilisateur, moi je fais de l'astrométrie quelquefois très grossièrement, hein, j'ai une carte, je regarde où est la comète sur la carte et ça me donne en gros la position. Mais il y a des logiciels comme Astrometrica, Prism ou Tycho, qu'on trouve sur Tycho Tracker, qui font ça de manière beaucoup plus précise. Hein. Donc derrière ces logiciels, il y a un catalogue d'étoiles de référence. L'idéal maintenant, c'est de prendre le Gaia DR3, hein, c'est quasiment 1 milliard d'étoiles jusqu'à magnitude 21, dont on connaît la position à des centièmes de seconde d'arc près. Alors évidemment, je mettais le mieux aussi, c'est d'avoir un accès à Internet, parce que quand le catalogue il fait 13 gigas, on ne va pas le télécharger forcément sur son... Ça dépend, enfin sur son ordinateur. Et l'idée, c'est d'avoir pour une astrométrie qui soit utilisable, hein, parce que je vous montrerai des exemples, après ça, elles sont stockées au MPC. C'est le Minor Planet Center ou le Jet Propulsion Laboratory qui va calculer les orbites de cométaires à partir des mesures pour une bonne partie faite par les amateurs. C'est de fournir donc une précision de l'ordre de... Alors,
donner des mesures avec une précision numérique de 0,2 à 0,1 seconde d'arc, qui peut se faire avec des pixels 10 fois plus gros. Et la précision finale, parce qu'il y a des erreurs, elle va être de l'ordre de la seconde d'arc ou un peu mieux, quoi. Alors, ça, c'est la précision sur la position, mais il faut aussi une précision dans le temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas des pauses trop longues, parce que si l'objet est déplacé, ça va être plus compliqué. Et il faut donc juste ce qu'il faut comme rapport ciel-sur-bruit pour pouvoir mesurer la position du centre de la comète, la partie plus brillante, et ne pas poser trop longtemps, parce que si l'objet s'est déplacé, bah, la position devient incertaine, quoi. Alors bon, il existe aussi des logiciels ou des outils pour mettre à jour l'horloge de l'ordinateur, parce que maintenant la datation des images, alors surtout pour une comète qui passe près de la Terre, c'est très important, et il faut au moins la seconde, et pour avoir la seconde in fine, parce qu'en fait quand on va donner la date à laquelle on a fait la mesure, on va donner le 100 millième de jour. Un 100 millième de jour, c'est 0,8 secondes. Donc il faut, il faut le milieu de pause, et il faut que l'horloge, évidemment, elle soit à jour. Et souvent, parfois, c'est même pas forcément le fait que l'horloge de l'ordinateur soit à jour, et il faut être sûr que toute la chaîne entre l'acquisition et la datation du fichier n'introduise pas de biais. Donc il y a eu un test qui a été fait en 2022. Là, il y a sur un objet qui était connu, un astéroïde, vers magnitude 14, où tout le monde pouvait faire des mesures, les envoyer au MPC, et puis après ça, on vous disait, bah voilà, vous êtes décalé de tel côté. Souvent, les décalages, c'est pas parce que on a mal fait la mesure, mais c'est parce qu'on n'a pas forcément bien étalé en temps, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un biais dû à l'horloge de l'ordinateur ou autre, quoi. Et voilà donc des exemples de mesures. Alors, autre chose, donc, pour quand faire l'astrométrie, alors avec un petit peu d'expérience, la procédure, moi je ne l'ai pas fait, mais il y en a qui l'ont fait, c'est d'observer au début quelques objets connus, envoyer un jeu de mesure, et puis quand du côté du MPC, ce jeu de mesure va être validé, vérifier que les mesures sont cohérentes avec la position réelle de l'objet, etc. On va vous attribuer un code UAI. Donc là, c'est le code A77 là, pour François Cugel. La X03, c'est des personnes, dont Hervé Roy, qui observent à distance avec un télescope au Chili. Et ce code, en fait, il contient l'information sur l'endroit où se trouve l'observatoire sur Terre. Parce que si vous faites une mesure de position au Chili, à Arvaldrome, ou même pas très loin, donc à Dauban, là, chez François Cugel, sachant que la parallaxe terrestre est de 8,8 secondes d'arc, ça veut dire que vous pouvez avoir une comète qui a une unité astronomique de la Terre, ça va faire 9 secondes d'arc d'écart. La comète Atlas qu'on voit en ce moment qui était à 0,3 unité astronomique de la Terre, on parle de quasiment donc, 25 secondes d'arc d'écart. Donc évidemment, si vous dites que vous êtes à un endroit ou à un autre et que ce n'est pas bon, vous aurez des erreurs sur la position, quoi. Et après ça, il y a un codage particulier. Donc, dans ce codage, on trouve une désignation de l'objet. Donc ici, c'est 2021 et X01. Au passage, je crois que c'est une des comètes Maury-Attard découvertes par des Français. La date 2022, donc novembre 03, et puis la date donc, avec les 5 décimales, et les coordonnées alpha, donc à 0,01 seconde en alpha, quoi, donc qui correspond en gros à 0,15 secondes d'arc. Et la déclinaison, moins 21 degrés, 35 minutes, 0,5,6 secondes d'arc. Et une magnitude qui est, alors, là, quand on mettait, c'est magnitude totale, et sinon, c'est plutôt une magnitude nucléaire. On va voir après ça un petit peu que la différence avec ces magnitudes. Et puis, il précise aussi, le catalogue utilisé, là, c'est le catalogue nomade. Là, c'est le Gaia DR2, par exemple. Et après ça, les données sont utilisées pour calculer les orbites. Alors la photométrie, je vais insister un peu plus parce que c'est ce qu'on peut faire avec des outils aussi simples que utiliser par exemple juste son œil, hein, avec un appareil photo numérique ou même une caméra CCD. Donc là-dessus, j'ai mis en gros un peu 4 catégories. La première, c'est la magnitude nucléaire. Donc typiquement, alors, il n'y a pas de définition pour la magnitude nucléaire, hein. Ce qu'il y a, c'est qu'une comète, quand on prend une image, il y a un point brillant au centre. Et ce point brillant, ce n'est pas aussi ponctuel qu'une étoile. Alors, il y a beaucoup de logiciels, de ceux qui font de l'astrométrie, au départ, étaient conçus pour faire des mesures sur des astéroïdes. Un astéroïde, c'est un point brillant qui se déplace dans un champ d'étoiles. Donc, ils vont repérer le point brillant et puis ils vont me donner position. Et au passage, le logiciel, le point brillant, il va dire quelle magnitude il est, quoi. Donc, ces logiciels, pareil, sur une comète, ils vont dire, vous avez le centre, il est telle magnitude 16, magnitude 15,9. Et typiquement, on arrive à, très souvent,
parce que l'échantillonnage, il est de l'ordre d'une à 2 secondes d'arc pour la plupart des observateurs. Bah, on prend un rayon qui fait de 3 secondes d'arc, enfin 6 secondes d'arc, donc ça peut faire entre 3 et 5 pixels. Et on donne la magnitude dans cette ouverture-là. Et bon, il y a un exemple, je ne sais plus si je vais montrer après ça. Donc, pour une comète, et Richard Mice, il collecte toutes les données avec à peu près de manière standard une ouverture de 6 secondes d'arc de rayon ou 12 secondes d'arc de diamètre. C'est ce qu'on pourrait appeler la magnitude nucléaire, M2, mais qui n'est pas non plus la magnitude du noyau de la comète, parce qu'en général, il y a une forte contribution des poussières qui s'échappent de la comète, sauf si la comète est inactive, quoi. Ensuite, la magnitude totale, alors ça peut se faire en visuel aussi, moi je m'amuse à faire ça, mais là c'est encore plus subjectif parce qu'en visuel on a du mal à dire si j'ai fait une mesure dans 2 secondes d'arc, dans 10 secondes d'arc. Mais grossièrement en visuel, la partie centrale, on arrive à peu près à des choses qui se comparent aux mesures en CCD ou avec un appareil photo numérique. Alors la magnitude totale, c'est ce qui historiquement caractérise les comètes. C'est-à-dire que quand on parlait de magnitude de 4, de 5, de 0 observées par Messier ou par Pons au XVIIIe, XIXe siècle, c'était une magnitude totale qui englobait toute la coma. Donc on est resté là-dessus. C'était que des magnitudes visuelles à l'époque. Après ça, il y a eu quelques magnitudes photographiques, mais on a vu qu'il y avait un biais. Donc ça peut se faire aussi avec une imagerie CCD, avec un appareil photo numérique, mais on verra, il faut vraiment prendre la coma en entier. Et ensuite, bon, bah, quand on a fait des mesures comme ça, en fait, sur plusieurs ouvertures, avec un CCD ou avec un appareil photo numérique, on peut aussi faire des mesures à FRO. Ça revient à peu près à faire des mesures de magnitude, mais je vais expliquer comment on convertit. Et puis, si on veut aussi, on peut faire aussi des caractérisations de couleurs. Hein. Quand on fait la trichromie, bah, on voit je dirais aussi, d'un point de vue esthétique, il y a des comètes qui sont vertes, il y en a qui sont jaunes, il y en a qui sont blanches, il y en a qui sont... Pas tellement qu'ils soient rouges, mais bon... c'est une caractérisation très grossière, en fait, de ce qui compose la coma, mais à ce moment-là, la spectroscopie, évidemment, est plus précise. Alors, quand on va faire de la photométrie, alors que ce soit visuel ou avec un appareil numérique, il faut des références. On va se baser par rapport aux étoiles. Alors, le plus simple, c'est quand même d'avoir des étoiles dans le même champ. Bon, certains, à une époque, ils allaient chercher des étoiles bien étalonnées, mais qui étaient à l'autre bout du ciel. Le problème, c'est que bon, bah, si un nuage à l'autre bout du ciel, et puis, ou si ce n'est pas la même élévation, ça peut introduire des biais. Donc, préférence, donc des étoiles dans le champ. Il faut choisir des étoiles, éviter de prendre des étoiles variables comme référence, et puis le bon catalogue. Hein. Après ça, je vais parler un petit peu des différents catalogues. Mais... En visuel, bon, je disais M2, c'est à peu près subjectif. M1, alors la magnitude M1, la définition, en fait, c'est prendre l'instrument le plus petit dans lequel on voit la comète. Et indirectement, ça veut dire l'instrument dans lequel on va voir la partie la plus étendue de la chevelure. Parce que si, un bon exemple qu'on préfère, mais si vous avez une bonne paire de jumelles, hein, peut-être au moins 60 mm d'ouverture, il y a la comète Atlas qui est vers magnitude 9 en début de nuit, qui a une coma. Alors moi, dans mon télescope, je mesure 7-8 minutes d'arc. Probablement, ça dépasse 10 minutes d'arc aux jumelles. Et si on fait une estimation de magnitude aux jumelles, on verra qu'on a l'impression qu'elle est plus brillante qu'au télescope. Parce qu'au télescope, on dilue un peu plus et on ne voit pas la... Donc, normalement, la définition, c'est pour les magnitudes visuelles de référence, c'est avec le plus petit instrument. Après ça, si on passe d'un instrument de 20 cm à 40 cm, il n'y a pas forcément un gros écart, quoi. Et en imagerie numérique, eh ben, pour se rapprocher du visuel, parce que l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus quantifié, mais qui peut se raccrocher un petit peu à ces mesures historiques, bah, il faut avoir un champ de l'image qui soit quand même suffisamment plus grand que la coma pour pouvoir mesurer le fond de ciel à côté, et évidemment avoir une bonne correction de flat, parce que si vous avez au bord du champ, bah, souvent on a du vignettage, et puis le fond lumineux de votre champ est comme ça, vous prenez le bord comme ça, bah, un champ où il n'y a rien, vous allez trouver que c'est brillant parce que vous prenez une référence là où c'est vignetté, quoi. Et puis donc après ça, bon, la linéarité, alors moi je vais vous dire que j'arrive à faire ça avec des images en JPEG, je vous expliquerai comment, mais évidemment l'idéal c'est d'avoir des images en format RAW ou FITS pour être linéaire, mais sachant que bah, quand on est à 16 bits, c'est-à-dire que on va avoir une dynamique, j'ai envie de dire, entre les zones les plus faibles et les plus brillantes de 11 magnitudes, quoi. Sinon, c'est-à-dire que pour ne pas être saturé, ça veut dire que si vous avez quelque chose, ou un noyau qui est, mettons, à magnitude 5 et puis des zones beaucoup plus faibles, au-delà de la magnitude 16, vous aurez un niveau 0 de digitalisation, quoi. Alors justement, moi je me suis amusé avec un appareil photo numérique à voir ce que j'arrive à faire en JPEG, c'est-à-dire des images qui ont une compression et donc qui ne vont plus du tout être linéaires dans les étoiles les plus brillantes. Bah, en fait, alors,
là, j'ai fait un graphique un petit peu bon, compliqué, mais j'ai pris comme référence les ISO multipliés par le temps d'intégration pour les images individuelles. Ça veut dire que si on est à 40, typiquement, on est à 400 ISO, on pose un dixième de seconde. Et ben pour quelque chose qui est plus faible que la magnitude 4,5, on est à peu près linéaire. C'est les points verts ici. C'est-à-dire que si vous êtes ici dans quelque chose de très brillant, alors là, j'ai fait des essais sur les Pléiades. Les Pléiades, on a des étoiles de magnitude 2,8 jusqu'à 16. Et donc les points verts, vous voyez que quand on est quelque chose qui est plus brillant que la magnitude 4,5, la magnitude ici qui est mesurée, elle ne va pas être avec la magnitude de référence. Ça veut dire que ce point ici, on a une étoile qui est magnitude 3, mais on mesure en gros 4,5, parce que bon, il y a une saturation. Par contre, si on est plus faible que la magnitude 4,5 ici, donc 4,5, on est quasiment sur la ligne. Et puis là, quand on a magnitude 7, eh ben, on a 7 mesurés pour 7, etc. Et on a à peu près ce genre de comportement. Donc là, on est au-delà, on a une certaine linéarité dans la saturation, mais qui n'est pas bonne. Mais en gros, à chaque fois, on va rejoindre à une certaine magnitude à peu près la linéarité. Ça veut dire que, voilà, quand je suis à 20 000, par exemple, bah, tout ce qui est plus faible que magnitude 12,5, je suis à peu près bon pour mesurer sa magnitude. Et en fait, pour mesurer la magnitude totale de la coma d'une comète, on va souvent chercher dans les faibles magnitudes, parce que ce qui veut être un peu saturé, éventuellement, ou hors de la linéarité, ça va être le centre de la coma, la magnitude M2 si on veut. Mais pour tout le reste de la coma, c'est quand même assez diffus, et on est souvent dans la zone linéaire. Ce qu'il y a, c'est qu'avec le temps de pause individuel, il faudra prendre des étoiles de référence plus faibles que ça pour être sûr des mesures, quoi. Si vous prenez une étoile de référence magnitude 5 qui est complètement saturée, bah, votre échelle elle va être mauvaise, quoi. Vous allez vous en rendre compte quand vous êtes... Bon. Bah, évidemment, la plupart des cas, j'essaie quand même de prendre des images en RAW, comme ça on est sûr que c'est linéaire, il n'y a pas de problème. Après ça, les couleurs. Donc avec un appareil photo numérique, alors là j'avais récupéré, je ne sais plus sur le net, la transmission des photosites bleu, vert et rouge. Alors là c'est le cas du Canon, et là c'est le cas du Nikon. Ça c'est ce que j'essaie de mesurer avec un spectro, un réseau quoi, à 100 traits. Et puis aussi j'avais un photomètre. Donc ça c'est bon, des courbes théoriques qui finalement sont assez proches de ce que j'ai mesuré. Donc notamment dans le rouge, on a un deuxième pic ici, un troisième pic là, après le pic principal que j'ai retrouvé. Après ça, bon, il faudra voir si... il faudrait que je refasse des mesures, on voit qu'il y a une incertitude, mais on retrouve à peu près le même profil. Donc ça, c'est intéressant à savoir parce que quand on parle aussi des magnitudes visuelles, des magnitudes M1, on se rapporte à la sensibilité de l'œil. Donc l'œil, il voit... je verrai après, on verra, mais... Il voit plutôt dans le vert bleu, donc ce qui est dans le rouge, ça ne sera pas très utile. Par contre, le rouge, ça servira pour les mesures de la poussière. Puis deuxième chose aussi, il faut voir aussi par rapport au catalogue de référence. Vous n'allez pas prendre par exemple un catalogue de référence dans la bande I pour une mesure qui est faite avec le pixel vert, quoi. Donc il faut prendre à ce moment-là, bon, bah, le vert, ça se rapproche. Ça c'est les filtres standards utilisés en astronomie. Donc ce que vous allez prendre comme filtre pour votre caméra CCD noir et blanc, par exemple. Et à ce moment-là, il y a des catalogues. Les catalogues de magnitude d'étoiles, souvent, ils donnent dans le système la magnitude B, la magnitude V, la magnitude R ou I. On verra qu'il y en a d'autres. Voilà, donc il faut prendre en général. Alors, si on fait la somme de tout, on va être pas loin du V quand même. Mais si on fait dans le rouge, il faut prendre R. Il y a encore le rouge non défiltré, il y a une grosse différence quand même parce qu'il coupe beaucoup plus tôt. Hein. Je pense que là, le R, si on avait défiltré l'appareil photo numérique, on serait proche du vrai R. Et le bleu, il faut se méfier aussi parce que le bleu, on va dire là, des capteurs, on coupe assez vite vers le proche ultraviolet, alors que les bandes de Johnson B, on va un peu plus dans l'ultraviolet, quoi. Qu'est-ce que j'ai vu après ça? Et puis, bon, c'est après que je parlais de la vision visuelle. Et puis, on a commençant à aborder un petit peu l'aspect, je dirais, spectroscopie. C'est intéressant de comparer ces bandes passantes au spectre d'une comète. Alors, le spectre d'une comète qui a du gaz, qui va être vert, il y a des bandes surtout ici dans le bleu, dans le vert, un petit peu dans le jaune, et il n'y en a pas tellement dans le rouge. C'est pour ça qu'avec le filtre rouge, en plus, bon, il y a quelques fuites ici, mais ça tombe entre deux bandes par chance. Lui, il va voir en réalité les poussières qui vont juste réfléchir la lumière du soleil. Tandis qu'évidemment, dans le vert ou dans le bleu, on va être sensible à ces émissions gazeuses. Donc là, quand je parlerai du AFRO tout à l'heure, avec un appareil photo numérique, on prendra uniquement la couche rouge, ou alors avec une caméra CCD, on mettra un filtre rouge devant. Et donc voilà, là, pour comparer, je dirais, au visuel, donc en noir, là j'ai sommé tous les photosites des trois couleurs, sinon on a les bandes individuelles.
Mais en bleu, là, c'est la transmission, enfin, la réponse de l'œil aux faibles lumières. Donc, c'est donc avec les bâtonnets hein, qui ne voient que le gris, mais qui sont sensibles la nuit. Et on voit que le pic de sensibilité est autour de 500 nanomètres. Donc 500 nanomètres, on va se trouver à la limite du vert bleu, quoi. Donc quelquefois, quand on a pris la somme de tout ou le vert, on est assez proche finalement de la sensibilité visuelle de l'œil. Donc une magnitude faite avec le filtre vert ou en total, on va être finalement pas trop loin, point de vue sensibilité, de ce que voit l'œil, quoi. La sensibilité spectrale. Après ça, bon voilà, je vous présente. Alors tout à l'heure, j'ai présenté les très classiques. C'est Johnson B, V, avec RI. Et puis bon, il y a d'autres catalogues. Bon, il y a Tycho, il y a Hipparcos, il y a Gaia, ils ont leurs propres filtres. Donc après ça, il faut choisir le bon catalogue. En général, finalement, le catalogue Tycho, la V, qui a cette bande passante ici, bah, il est assez bien pour le vert, voir un peu la somme des couleurs. Donc c'est un peu cette bande-là. Soit le Tycho VT ou le V vont être des bonnes références de catalogue pour les magnitudes visuelles ou dans le vert. Après ça, par exemple, le Gaia, par exemple, G, lui, il va tellement dans l'infrarouge qu'il ne va pas être adapté, quoi. Le Hipparcos, il est très large comme bande passante, c'est-à-dire qu'il va transmettre vraiment dans le rouge. Donc ça marche à peu près parce qu'il est large, il déborde des deux côtés, mais c'est peut-être un peu moins adapté. Et puis, bon, évidemment, le Tycho B dans le bleu, bah, lui, il est presque dans le bleu ultraviolet, on ne va pas utiliser, quoi. Alors après ça, donc on va choisir notre catalogue de référence pour être en adéquation avec le filtre qu'on a pris ou la réponse des pixels. Et on peut trouver ensuite pour chaque type de catalogue la magnitude du soleil avec ce filtre-là. Alors à quoi ça va servir? Eh bien, en fait, ça va nous servir à étalonner nos images sans chercher à faire des trucs compliqués en passant par watts par mètre carré, par stéradian, etc. On va simplement, quand on connaît la magnitude du soleil dans cette bande-là, on va mesurer la magnitude de la comète. Bah, la comète étant éclairée par le soleil, ça va nous permettre assez facilement de remonter à des grandeurs physiques, quoi. Donc après ça, donc, si vous prenez donc, la bande VT de Tycho, bah, voilà, on a le soleil, il vaut magnitude moins 26,78 dans cette bande-là. Si vous avez pris le catalogue Hipparcos, dans le V, on est moins 26,77, hein, c'est pas très différent. Après ça, le H qui va un peu plus vers le rouge, on a moins 26,69. Donc quand on mesure des magnitudes rouges, voilà. Ça dépend du catalogue. Ouais. Quand on est vraiment dans le rouge, le soleil est un peu moins brillant, mais c'est important de prendre la bonne référence et on verra à quoi ça sert. Alors, concrètement, quand on va faire de la photométrie, comment on va faire? Alors, si on veut mesurer les étoiles ou magnitude M2, on va prendre une petite ouverture autour de ce qu'on veut mesurer. C'est pas très compliqué. Mais pour la comète, il va falloir prendre un fond de ciel suffisamment loin pour ne pas avoir de la comète et une ouverture suffisamment grande. Alors là-dessus, bon là c'est un petit peu résumé, mais je vais détailler après. Ce que j'ai rajouté là-dessus, c'est les mesures, on va regarder uniquement ça, en fait de magnitude en faisant varier l'ouverture. Et concrètement, ce qu'on voit, c'est que quand on va partir d'une ouverture qui est les 12 secondes d'arc jusqu'à une ouverture ici, l'exemple c'était la comète observée l'an dernier ici à Val-d'Rôme, qui était dans la magnitude 9 dans 7 minutes d'arc, on voit que la magnitude à l'échelle de gauche, donc évidemment ça décroît vers le haut, il y a un moment ça va plafonner. Et c'est là que ça va nous donner à peu près la magnitude réelle. C'est-à-dire qu'après ça, vous avez beau agrandir l'ouverture, vous n'avez pas plus de flux. Alors, le risque, c'est d'avoir un peu des étoiles qui contribuent. Mais... Donc le but, c'est d'arriver à trouver cette mesure de magnitude-là. Après ça, on verra pour les AFRO, qui se calculent à partir de ça. Alors, je parlais un petit peu d'une magnitude nucléaire au début. Dans la magnitude nucléaire, donc, je vous ai dit un peu comment ça se mesurait. Mais voilà un exemple d'utilisation des magnitudes nucléaires. Donc là, c'était sur la page web de Richard Mice. Donc là, c'est toujours pour la comète 29P qui essaie de suivre en permanence, où il y a beaucoup de contributeurs qui... Donc là, l'intérêt, c'est une étude vraiment dans la partie centrale, mais l'échelle ici, là, c'est 5 dixièmes de jour. Hein, donc ça fait, je sais plus comment, vous voyez, c'est 1 heure quasiment là. Ça permet de voir des variations à court terme. Là, c'est un début de sursaut, on voit. Alors là, on passe de la magnitude 11,6 à 11,2 à la fin, en l'espace de quasiment en une nuit. Et ça, évidemment, c'est sur une petite ouverture qu'on va pouvoir le mesurer. Et parfois, on peut mesurer aussi comme ça des variations dues à la rotation du noyau de la comète. Donc sur une plus grande ouverture. Donc là, alors, pour les magnitudes globales, il y a même des logiciels. Moi, je fais ça un peu manuellement avec Iris, mais qui s'appelle AirTools. Donc je vous donne ici, si vous voulez, l'adresse web, ou un autre qui s'appelle Copre, développeur Jakub Cerny,
qui permet de mesurer un peu automatiquement la magnitude des comètes sur une photo, quoi. Ouais, ça. Alors là, un extrait de ce que je fais sous Iris. Alors en pratique, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le catalogue d'étoiles. Alors bon, les logiciels dont je parle, le catalogue d'étoiles est déjà dedans, donc lui, il se sert dans le catalogue d'étoiles et puis il va faire l'étalonnage, mais sinon à la main, en gros, on va prendre une étoile de référence dont on aura la magnitude par ailleurs. On va regarder ce que nous donne le logiciel. Il va donner alors, une valeur, là, mettons, chez 14,87. Bon, si là en réalité l'étoile a une magnitude 12,87, c'est-à-dire qu'il faut une correction de plus 2, donc on aura une constante à rajouter. Et on va faire ça sur plusieurs étoiles de référence, de manière à avoir la bonne constante. S'il fait qu'à la fin, quelle que soit l'étoile qu'on mesure, donc avec le fond de ciel là, dans le cercle extérieur et puis la magnitude de l'étoile dans le petit cercle intérieur, on trouve la bonne valeur. Alors en général, il faut utiliser plusieurs étoiles parce qu'il y a une étoile qui peut être une étoile variable, il y a toujours un petit peu des fluctuations. Ça nous permet d'étalonner donc les références en magnitude. Et ensuite, j'utilise le catalogue APAS qui est un catalogue d'étoiles en magnitude V qui est utilisé par les variabilistes, qui est maintenant pas mal utilisé aussi pour les cométaires. Et puis bon, sinon il y a Gaia, mais Gaia, il n'y a pas tellement dans la bande V, quoi. Et puis ensuite, on va passer à la mesure de la comète. Alors là, j'ai volontairement saturé l'image. À un moment, il faut quand même, resserrer au maximum les niveaux pour voir où s'arrête la chevelure de la comète. Quitte à prendre un peu au-delà, on voit que de toute manière, quand on prend une trop grande ouverture, ça va plafonner un moment. Donc, si on a pris un peu trop, ça ne va pas changer beaucoup le résultat. Mais il faut vraiment pouvoir aller suffisamment loin pour pouvoir prendre un fond de ciel. Alors, le fond de ciel médian, ça permet que s'il y a une étoile dedans, ça ne va pas non plus altérer la référence, hein. Et donc, on va mesurer le flux là-dedans. Et puis, avec l'étalonnage qu'on a fait avant, ça va nous donner la magnitude. Donc là, j'avais 8,9 qui sortait. Alors, éventuellement, on va se trouver avec une étoile brillante. Quelquefois, c'est un peu gênant. Si l'étoile est de magnitude pas trop différente de la comète, il faudra éventuellement retirer à la main. C'est-à-dire que notre catalogue d'étoiles va nous dire, mettons que cette étoile est une magnitude 10, la comète, on trouve 8,9. On fait les petits calculs à la main et on peut retirer la contribution. En gros, si vous avez deux étoiles de magnitude 10, la magnitude globale, ça va faire 9,3. Enfin, c'est des petits calculs de logarithme d'exponentielle, mais c'est pas bien compliqué, quoi. Voilà, et puis après ça, on peut tracer aussi en faisant varier l'ouverture ici, la magnitude, et on voit que ça va plafonner un moment. Mais l'intérêt on verra après ça d'avoir plusieurs mesures, ça va être pour mesurer FRO. Puis après ça, qu'est-ce qu'on en fait? Les magnitudes visuelles. Alors là-dessus, j'ai fait un mélange. Alors, en bleu, c'est les magnitudes visuelles faites à l'œil. Et en vert, c'était celles faites en bande V avec la couche V des photos numériques. On voit que ça suit à peu près. Par contre, en rouge, là, c'était fait avec le pixel rouge. Et donc là, on voit qu'il y a des écarts à des moments, puisque en fait, la comète était très verte. Donc l'œil, il voit bien le vert, le pixel vert aussi, mais le rouge, il ne voit pas le gaz. Donc on peut avoir 2 magnitudes d'écart, quoi. Et donc après ça, c'est collecté, ces magnitudes. Donc, on les met sur la base Eberge-Olésia, mais aussi l'ICQ de manière historique. Et COPS.SI, qui est un site qui recense dans le format ICQ aussi toutes les mesures de magnitude visuelle, quoi. Alors, pour comprendre ce paramètre à FRO qui est un petit peu technique, l'idée c'est que quand on mesure dans la chevelure d'une comète l'évolution de la luminosité en partant du noyau, on a les courbes rouges, c'est brillant au centre, et puis après ça décroît. Bon là en plus j'ai pris une comète, il y avait une queue d'un côté, donc là il y a la queue qui est un peu brillante, et puis là il n'y a pas la queue. Alors la queue en général on ne veut pas la prendre en compte dans la magnitude c'est vraiment la chevelure. Mais comment caractériser ça avec un seul paramètre? C'est pas évident, mais par contre si on multiplie cette intensité par la distance au centre, on va avoir une courbe qui dans certains cas va relativement plafonner. Donc à ce moment-là on va pouvoir quasiment caractériser ça par une seule valeur. Donc là c'est l'intensité que j'ai multipliée par le rayon ρ, donc projeté dans le ciel à la distance. Alors pourquoi on a ça? C'est parce qu'en réalité, si on a une comète qui a une activité, je dirais, constante, la densité de la comète, c'est du gaz en expansion. Donc il n'y a rien de secret, rien ne se détruit. Enfin, en fait, c'est un peu détruit, mais bon, si ça ne se détruit pas, la densité va décroître comme l'inverse du carré de la distance pour la conservation de la masse. Ça veut dire que quand on intègre sur le fond du ciel, ça va décroître comme l'inverse de la distance au centre. Donc si on multiplie par cette distance au centre, ça va être constant. Donc d'un point de vue théorique, quand on multiplie par ρ, on a une valeur constante. Après ça, il se trouve que côté soleil, ça va retomber parce qu'à partir d'un moment, il y a l'effet du rayonnement du soleil qui va chasser les poussières, comme ça.
et qui va les chasser du côté queue. Donc au contraire, côté queue, ça va monter. Mais en gros, on a une zone ici où on veut, si on veut, on a un peu un plafond. Au début, ça croît, c'est souvent parce qu'on a un manque de résolution. Et c'est cette mesure-là qui va nous donner le paramètre AFRO. C'est-à-dire qu'en fait, cette quantité-là, l'intensité multipliée par le rayon, bah, ça correspond en fait à AFRO, c'est donc l'albédo, donc le pouvoir réfléchissant des poussières. F, on appelle ça le filling factor, c'est-à-dire la fraction du champ qui est remplie par des poussières, multipliée par le rayon d'ouverture. Et en pratique, cette mesure AFRO qui va se retrouver être en fait en centimètres, puisque AF sont des unités sans unité, on l'exprime en centimètres. Et en gros, 1 centimètre, ça va correspondre à peu près à 1 kg par seconde de poussière éjectée. Alors c'est très grossier hein, comme conversion, parce que ça va dépendre énormément en fait s'il y a des grosses ou des petites poussières. Mais vraiment, pour avoir un ordre d'idée, si vous mesurez une comète avec un AFRO de 1000 cm, ça veut dire en gros qu'il y a 1 tonne de poussière qui sont éjectées par la comète par seconde, quoi. Donc ça permet de convertir cette fois-ci une mesure qui va être faite à partir des magnitudes. Là, c'est l'intensité, on va voir comment on fait, pour avoir directement une grandeur un peu physique qui caractérise la comète. Et donc, il y a des logiciels. Donc, le AirTools dont je vous parlais tout à l'heure, avec Focus, il vous convertit aussi ces mesures qui sont faites en fait multi-ouverture, on verra, en quantité AFRO, ou alors il y a d'autres logiciels, WinAFRO, qui a été développé par l'organisation Cara italienne, quoi. Mais d'un point de vue pratique, en fait, c'est pas bien compliqué à calculer, hein. Le AFRO, bon, bah, la théorie, albédo, fraction QP, rayon d'ouverture, et en fait, ça revient à avoir le flux total divisé par le flux solaire, divisé par le rayon de l'ouverture. Et pour calculer le AFRO à partir de nos mesures, on a simplement, en fait, cette formule à appliquer. On peut faire, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, ce n'est pas le moment de faire des mathématiques, surtout avec la température qu'il fait actuellement, mais il y a juste quelques paramètres à prendre en compte. Delta, qui est la distance à la Terre. Donc là, dans cette échelle-là, on va remettre en unité astronomique. RH, qui est la distance au Soleil. Donc RH, c'est l'éclairement qui joue. Alors au carré, évidemment, parce que les éclairements varient comme le carré des distances. Divisé par le rayon, donc qu'on va mettre. Je dis pas de bêtises là-dedans. Le delta, je pense qu'on met en unité astronomique, le RH en kilomètres pour avoir à la fin donc des unités en kilomètres ou en centimètres, il faut mettre en centimètres. Multiplié par 10 puissance 0,4 fois la magnitude du Soleil moins la magnitude de la comète dans l'ouverture qu'on a considérée. Donc c'est là qu'intervient la magnitude du Soleil dont je vous parlais tout à l'heure. Donc en pratique, sur vos graphiques, sur les images que je vous montrais tout à l'heure, vous mesurez une magnitude dans une ouverture. Donc cette ouverture, qui est en pixels, il faut la convertir en kilomètres, savoir combien de kilomètres ça correspond dans la réalité. Donc ça va être le paramètre ρ. Dans les éphémérides, vous allez connaître la distance à la Terre delta, la distance au Soleil RH, et vous injectez tout ça, et vous avez tout de suite votre paramètre AFRO en centimètres. Et vous faites ça, donc après ça, il y a des possibilités aussi de faire ça quand on a une ouverture qui est carrée. Donc le rayon ρ qu'on va prendre, ça va être en gros l'équivalent du disque qui aurait la même superficie. Hein. Donc pi ρ au carré égale x fois y, quoi. Et donc un exemple ici. Donc cette fois-ci, à partir de même magnitude, j'ai converti chaque magnitude mesurée d'une ouverture en AFRO. Et puis on voit que au début, voilà, on a à peu près un plafond sur un certain rayon d'ouverture. Là, on est à quelques dizaines de... souvent, c'est des dizaines, 50 milliers de kilomètres. Après ça, ça décroît parce que ça, c'est l'effet du Soleil qui chasse les poussières. Et donc, voilà, on a notre mesure avec une certitude. Donc là, en l'occurrence, j'ai 5200 cm AFRO pour cette comète qui était quand même assez active loin du Soleil. Et ensuite, si on veut pousser un petit peu plus loin l'analyse, en réalité, ce paramètre AFRO, il va dépendre un petit peu de la manière dont elle est éclairée la comète. C'est-à-dire que si elle est éclairée par le côté ou par face, les grains n'ont pas les mêmes propriétés. Et la propriété moyenne des grains, elle a à peu près ce profil-là. C'est-à-dire qu'en fonction de l'angle de phase, donc c'est l'angle entre notre direction de visée et la direction du Soleil, les grains vont plus ou moins réfléchir à la lumière du Soleil. Donc quand on est à un angle de phase de 0, on va gagner ici 0,5 magnitude. Après ça, la référence, ça dépend comment on la prend. Là, on a un minimum, j'ai mis là 0, ça dépend. Donc, on a un minimum ici, on va perdre 0,5 magnitude vers 50 degrés. La référence, on prend à 90 degrés. En fait, à 90 degrés, donc la correction est nulle. Donc, au début, si on a une surbrillance, le contraste est plus faible. Donc, on va corriger ça. Et puis après ça, quand on va avoir des angles de phase très élevés, on peut avoir une très forte augmentation. Alors ça, c'est plus difficile à modéliser. C'est le cas où la comète est entre nous et le Soleil.
c'est un peu l'effet du brouillard. Quand vous avez du soleil dans le brouillard, autour du soleil, c'est très brillant. Ou même quand on a un ciel qui diffuse un petit peu, les cirrus, le ciel est beaucoup plus brillant autour du soleil qu'à 90 degrés. C'est l'effet de la diffusion en avant. Et c'est ça qui fait que quand ce n'est pas du brouillard ou les cirrus qui diffusent, mais la chevelure d'une comète, on peut avoir le même effet. C'est là qu'il y a certaines comètes, ça sera peut-être le cas donc, en octobre 2024 pour la comète Tsuchinshan-Atlas, on peut gagner jusqu'à 6 magnitudes. Donc là, évidemment, il y a une grosse correction à faire parce que là, ce n'est pas un gain de brillance lié au fait qu'il y a plus de poussière, mais lié à un effet géométrique. Donc quand on a ces courbes-là, on va faire la correction. Le FRO que j'ai mesuré ici, en gros, à 5240 cm, la correction pour l'angle de phase de 20 degrés, ça fait qu'il faut diviser par 0,67 et on trouve 7860 cm. Et donc, probablement que la comète, en gros, elle éjectait environ 8 tonnes de poussière par seconde à ce moment-là. Là, je vous présente un exemple de correction appliquée. Alors là, c'est la même courbe que tout à l'heure, mais sous forme de correction. Alors, il y a plusieurs lois là-dessus. Bon, en fait, il y a des lois qui sont valables pour les petits angles. Le bleu clair, on peut l'oublier. C'est un truc qui a été mesuré sur Rosetta, mais je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont un truc qui ne marche pas du tout. Donc là, en rouge, c'est les mesures que j'avais faites. Là, sur la comète Churyumov-Gerasimenko en 2021. Et en noir, c'est corrigé avec la phase 0 degré. Et on voit que bon, ça pique bien. En gros, on est 25-30 jours après le périhélie, ce qui avait été observé d'ailleurs in situ avec environ, on est à 1000 cm, donc de l'ordre de 1 tonne par seconde de poussière qui sont éjectées par la comète. Voilà, donc après ça, bon, pour la photométrie, bon, les couleurs, c'est plus, je dirais, question esthétique. Hein. Je vous montre, voilà, il y a des comètes qui sont bleues, qui sont vertes. Donc là, on peut faire de manière simple, on va calculer la magnitude, hein, la couche verte, la couche rouge, la couche bleue, puis on va faire la différence. Et puis quand on a un B-V qui est élevé, c'est-à-dire que la comète est rouge, et quand il est faible, au contraire, négatif, c'est que la comète est très bleue. Ça se fait pour les astéroïdes, hein, souvent, il y a des astéroïdes rouges et bleus, tout ça pour les comètes, c'est un peu plus qualitatif. En fait, si on veut vraiment faire quelque chose de plus quantitatif, on va faire des spectres. Donc, retrouver les différentes bandes d'émission. Alors, la plus forte ici, c'est CN, mais qui se trouve dans proche ultraviolet. Et puis, les bandes, alors c'est du C2 en fait qui émet là, surtout dans le vert, enfin bleu, vert et proche jaune, quoi, autour du vert. Et puis, quelquefois, on a quelques émissions aussi dans le rouge. On retrouve aussi les émissions aurorales dont on parlait hier, l'oxygène atomique à 6300, on doit voir aussi celui à 5770 qui est par là. Donc, on retrouve les couleurs des aurores dans les comètes si on choisit bien. C'est la couleur de l'ergot. Oui, de l'ergot, oui, c'est ça. Là, l'oxygène atomique des comètes, hein, c'est lié à la production d'eau. Hein. C'est l'eau qui est cassée, encore en hydrogène d'un côté et oxygène de l'autre, et c'est donc les réinterdits de l'oxygène qu'on observe dans les comètes, quoi. Donc il y a tout un tas d'éléments, donc CN, C2, C3, donc O alors les modèles sont un peu compliqués, là je n'ai pas d'ailleurs les grandeurs pour O, mais quelquefois on peut convertir aussi les mesures de O en production d'eau, mais ce n'est pas forcément simple. Mais pour beaucoup de ces composés, on peut avoir une information théorique sur la conversion, c'est-à-dire le facteur L sur N en joules par seconde qui va en gros nous permettre de convertir une intensité en nombre de molécules. Et on peut voir. Alors, pour faire de l'absolu, cette fois-ci, il faut que le spectre il soit étalonné absolument en watts par stéradian. Ça, c'est plus compliqué, mais je ne l'ai pas fait moi-même. Mais déjà, un spectre bien étalonné de manière à ce qu'il n'y ait pas d'écart de sensibilité entre le bleu et le rouge, ça permet de faire du relatif. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites le rapport entre une intensité d'une raie de CN ou de C2, quand vous connaissez, par exemple, là, si on prend la C2 et la CN, elles ont à peu près le même facteur, la L sur N. Donc, L, c'est la luminosité, N, c'est le nombre de molécules. Ça veut dire que pour la même intensité, ça correspondra au même nombre de molécules. Donc, on peut faire comme ça un petit peu déjà une idée un petit peu de la composition de la comète, dire qu'il y a, par exemple, autant de CN que de C2, ou qu'il y en a 10 fois plus ou 10 fois moins. Et puis, alors, NH2, alors, souvent, ces composés-là ne sont pas vraiment les composés directs qui s'échappent de la comète, mais ce sont des composés secondaires qu'on appelle des radicaux. Hein. CN, c'est un morceau de HCN, on a arraché l'hydrogène. C2, c'est l'acétylène. C2H2, le rayonnement solaire a arraché 2 hydrogènes. C3, on ne sait pas trop. NH2, c'est l'ammoniac. Donc NH3 qui a perdu un hydrogène. Donc déjà, avec les comme ça, on peut avoir une idée de l'abondance de l'ammoniac par rapport à CN, par rapport à C2. Si on peut exploiter eau, même par rapport à l'eau. Et puis on peut faire aussi des choses, même sur le sodium, par exemple.
Alors on voit que lui, il est très très réactif par rapport donc, à l'excitation, donc les facteurs sont très élevés. Mais le sodium, il y en a très peu et c'est uniquement très près du soleil qu'on voit. Alors là, je m'étais amusé justement à faire le rapport entre le sodium et ces deux-là, en quantité. Parce que bon, dans le même spectre, alors c'est pas moi qui ai pris le spectre, on voit l'arrêt du sodium, on voit une arrêt de C2. Alors j'ai pris l'arrêt de C2 delta V égale 0, je ne sais plus laquelle c'est la première là. Et donc avec ces rapports-là, on voit que là, la quantité de sodium rapportée à C2, elle varie en fonction de la distance au soleil. Donc le sodium, visiblement, en fait, dans l'atmosphère des comètes, il se libère uniquement très près du soleil, à moins de, on va dire, moins de 0,5 voire 0,4 unités astronomiques du soleil. C'est un exemple. Et puis, il y a aussi en bas, j'ai mis pour certains ions, là, CO+, et N2+. C'est ce qui permet, là, de mesurer quasiment un rapport d'abondance entre CO et N2. À dire, ouais, N2, il n'y a quasiment aucune raie de N2 qui est observable dans les comètes, mais il y a N2+. Et en fait, N2+, et CO+, ont à peu près le même temps d'ionisation avec le rayonnement solaire. Ça veut dire que le rapport N2+ sur N2 va être le même que CO+ sur CO. Donc, quand on a un rapport entre l'arrêt de N2+ à 391 nanomètres, par exemple, et l'arrêt CO+, bon, il y a un facteur ici donc, qui est de l'ordre de 17, quoi. On corrige du facteur 17 et après ça, on a directement le rapport N2 sur CO. Voilà ce que je voulais dire. Après ça, on peut faire aussi la morphologie. Hein, ça, c'est plus du ressort de ce que font les astronomes qui traitent leurs images de galaxies de nébuleuses aussi. On peut faire aussi un traitement comme ça avec des gradients rotationnels. Là, c'est même des dessins qui font apparaître des structures circulaires autour du noyau d'une comète. Là, c'était Albob, là, c'était la comète Neowise, qui peuvent mettre en évidence la rotation du noyau. Donc là, c'est plus de la photométrie, c'est de l'imagerie simple. Là, sur Churyumov-Gerasimenko, on a la queue ici, puis le jet là, qui était en fait près du pôle, pas très loin, entre la partie subsolaire et puis le pôle, qui a été orienté in situ, enfin observé in situ, quoi, la contrepartie. Et voilà, et puis pour finir, on peut faire encore des tas d'autres choses aussi sur la queue ionique, mais bon, ça, les queues ioniques, à la limite, je laisserai presque Fabrice parler là-dessus, parce que là, on ne mesure plus les propriétés de la comète, mais les propriétés du vent solaire, cette fois-ci. Donc les ions ici, donc les ions CO+, en fait, la structure qui est apparente, en fait, c'est les ions de CO+ injectés par la comète qui vont suivre les lignes de champ magnétique ou de champ électrique et qui vont en fait tracer un peu le vent solaire. Et parfois, il y a des structures qu'on peut observer, les variations de champ magnétique et des déconnexions quand un champ magnétique il change d'orientation à un moment. Et la queue elle va se détacher en un morceau, quoi. Donc ça, c'est à la limite, c'est la physique solaire. Et on peut faire aussi des choses sur les queues de poussière, c'est-à-dire que là, on commence à deviner qu'il y a une espèce de bande ici, ce qu'on appelle des stries. Donc là, il faut faire ce qu'on appelle des synchrones, c'est-à-dire en fait, ça va correspondre, ces bandes vont correspondre à des émissions un peu saccadées de la poussière. Et l'étalement ici va faire que les plus petites poussières sont là, les plus grosses sont là. Donc en fait, quand il y a un jet de poussière, les poussières fines vont s'étaler, mais toutes celles qui ont été mises en même temps vont être sur des différentes bandes, ce qu'on appelle des synchrones. Et même parfois, certains arriveraient éventuellement à remonter la production de poussière à partir de l'analyse des synchrones, et puis aussi, à l'inverse, les syndines qui sont dans l'autre sens, qui correspondent à des poussières de même masse, et les fines vont être là, les grosses vont être là, quoi. Mais là, c'est plus compliqué, quoi. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, donc un peu pour tous les niveaux, hein, ceux qui font des images ou comme vous voulez. Mais... Très bien. Oui. Oui, non. Alors, en fait, la magnitude de la comète, il faut bien comprendre que c'est ce qui nous permet de savoir si une comète va être brillante, intéressante ou pas. Plus on fait tôt, et plus ça donne d'informations sur la comète. Alors, on a du mal à relier ça exactement à la taille du noyau. Par exemple, en fait, ça reflète l'activité de la comète. Alors, quand j'ai parlé du paramètre AFRO, c'est plus ou moins une magnitude convertie dans une certaine grandeur, mais qui ne concerne que les poussières. C'est-à-dire que la partie gaz, qui est plutôt dans le vert, là, on va rester sur la magnitude.
Et l'idée, c'est de les mesurer assez vite, le plus tôt possible quand on découvre une comète, pour voir le comportement et éventuellement après ça les extrapoler à d'autres comètes. Parce qu'après ça, on a des formules un peu théoriques qui disent que la magnitude de la comète elle va évoluer en fonction de la distance à la Terre. Enfin, quand on a découvert une comète, assez rapidement on a son orbite. Quand on a son orbite, on connaît sa distance à la Terre et au Soleil en fonction du temps. La variation de la magnitude de la distance à la Terre, bon ça c'est très simple. Une comète qui est 2 fois plus près, elle va être 4 fois plus brillante parce que voilà, l'éclat varie comme le quart et la distance. Et la magnitude, en gros, c'est 2,5 fois le logarithme de la luminosité. Donc, après ça, donc un facteur 2,5 fois log de 2, ça nous donnera le. Faut faire le calcul, je ne sais plus, ça fait. Combien ça fait? On va 1,5 magnitude fois. Bref, on pourra écrire les formules si vous voulez. Donc, ça c'est une règle qui n'est pas à peu près à respecter parce que c'est de la logique. Par contre, la grande inconnue, c'est l'évolution par rapport à la distance au Soleil. Et donc, l'intérêt, justement, pour préparer l'émission, c'est de savoir une comète qui est découverte à magnitude 20 à 10 unités astronomiques du Soleil. Quand elle sera à unité astronomique du Soleil, est-ce qu'elle sera à magnitude 10, est-ce qu'elle sera à magnitude 1, à magnitude 5 ou 15 quoi. Donc, il y a des formules qui disent que, en fonction de la distance au Soleil, la luminosité de la comète, ça va varier comme 10 fois le logarithme de la distance au Soleil, ou comme 20 fois. Alors, 10 fois, c'est 2,5 fois la puissance 4. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, bon, c'est logique que ça varie comme la puissance 4 parce que lorsque la comète se rapproche du Soleil, elle va être éclairée par le Soleil, donc quand elle est 2 fois plus près, elle va être 4 fois plus éclairée, donc là on va avoir puissance 2. Et puis après ça, on peut imaginer aussi, comme elle va être 2 fois plus éclairée, elle va être aussi 2 fois plus active. Donc on va avoir une nouvelle puissance 2. Donc on arrive à la fin, puissance 4, 2,5 fois log puissance 4, ça fait 10 fois le logarithme de la distance au Soleil. Mais il y a des comètes, ça se varie comme 20 fois le log, d'autres comme 5 fois le log. Donc c'est pour ça que c'est utile de faire plein de mesures de magnitude sur plein de comètes pour voir quel comportement général et voir justement en fonction du type de comète. Et d'ailleurs, ça a commencé à être fait de manière très rigoureuse pour une comète dans le cadre de Comet Interceptor. C'est une comète qui était dynamiquement neuve. Ils ont mesuré la magnitude et ils ont vu comment varier ce qu'on appelle l'indice d'activité, 2,5 fois n fois le logarithme. Et il se trouve justement que des comètes nouvelles, cet indice n là, il est effectivement de l'ordre de 4 quand la comète est loin, mais quand elle se rapproche du Soleil, ça a tendance à diminuer. Donc il y avait une courbe, au lieu d'avoir un n égale 4 en permanence, ça faisait n égale 4, 3, 2, 1, et puis ça diminue. Donc ça, c'est une comète qui probablement s'épuise un petit peu quand elle se rapproche du Soleil, puisqu'en fait, son activité ne croît pas aussi vite. Et donc c'est pour ça que faire plein de mesures de magnitude, ça permet de caractériser un petit peu comme le comportement des comètes, qui est utilisé après ça pour, concrètement, comme la magnitude, c'est quand même ce qui est plus facilement accessible sur les comètes, savoir comment va se comporter la comète dans le futur. Sans pouvoir présumer, parce que l'idéal, ce serait connaître le noyau, sa forme, sa vitesse de rotation, sa composition. Mais ça, c'est ce que la mission spatiale dira en arrivant sur place. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et puis bon, clairement, les mesures les spectres, on fait ça sur les comètes qui sont brillantes près du Soleil. Ça ne se fait pas sur une comète très lointaine. Tandis que les AFO, on peut commencer à faire ça, une comète assez loin du Soleil. Ou les magnitudes. Voilà, bon, ça va être l'heure de l'apéro, ça